Imaginez un territoire pas plus grand que la Corse, un petit morceau de terre coincé entre la mer et des sommets enneigés. Pourquoi ce lieu a-t-il vu naître l'alphabet que vous utilisez en ce moment même? Pourquoi les plus grands empires de l'histoire se sont-ils battus pour contrôler ces quelques kilomètres carrés? Pourquoi une région si minuscule a-t-elle façonné le commerce mondial pendant des millénaires? Et comment un pays peut-il contenir 18 communautés religieuses différentes sur un territoire que l'on traverse en voiture en 3 heures? Le Liban n'est pas simplement un pays. C'est un carrefour, une cicatrice, une mémoire vivante de tout ce que l'humanité a construit et détruit. Avant même que Rome ne soit fondée, avant que les pyramides d'Égypte ne deviennent des ruines touristiques, il y avait déjà des cités sur cette côte. Des villes qui envoyèrent leurs navires jusqu'aux colonnes d'Hercule, bien au-delà du monde connu. Des marchands qui ne parlaient pas de conquête mais de profit, qui ne cherchaient pas la gloire mais l'étain et le cuivre. Tout commence il y a plus de 7000 ans, bien avant l'histoire écrite. Des villages de pêcheurs s'installent le long de la côte. La mer est poissonneuse, les montagnes regorgent de cèdres immenses, ces arbres dont le bois ne pourrit jamais, dont la résine parfume l'air. Les Égyptiens déjà viennent chercher ce bois précieux pour construire leurs navires sacrés et leurs temples. Ils appellent cette région Djaï. Pour eux, c'est la terre du bois divin. Mais les habitants de ces villages côtiers ne se contentent pas de vendre du bois. Ils découvrent quelque chose d'extraordinaire dans les rochers qui bordent la mer. Un coquillage banal en apparence, le murex. Lorsqu'on écrase ces coquillages et qu'on laisse fermenter leurs glandes dans des cuves sous le soleil, on obtient une teinture d'un violet profond, d'un pourpre royal que rien d'autre au monde ne peut produire. Cette couleur ne pâlit jamais. Elle résiste au soleil, à l'eau salée, au temps lui-même. Il faut des milliers de coquillages pour produire quelques grammes de teinture. Un tissu teint en pourpre de Tyr vaut plus cher que l'or. Les Grecs, bien plus tard, donneront un nom à ces marchands de pourpre. Ils les appelleront Phoïniques, les gens de la pourpre. Les Romains reprendront ce mot. Phénice, les Phéniciens. Mais eux-mêmes ne se donnèrent pas ce nom. Chaque cité était indépendante, jalouse de son autonomie. On était d'abord de Tyr, de Sidon, de Byblos, de Beyrouth, d'Arwad. L'idée d'une nation unifiée n'existait pas encore. Byblos est peut-être la plus ancienne ville continuellement habitée du monde. Les archéologues y ont trouvé des traces d'occupation remontant à 7000 ans avant notre ère. Son nom même est passé dans toutes les langues européennes. Les Grecs achetaient leurs papyrus égyptiens via Byblos. Ils ont fini par appeler tout livre un biblion, d'où vient notre mot Bible. Une ville si ancienne qu'elle a donné son nom au livre sacré. Ces cités phéniciennes ne sont pas de grands royaumes conquérants. Ce sont des cités-États indépendantes, souvent rivales entre elles, gouvernées par des marchands rois. Leur force n'est pas militaire, c'est leur génie commercial, leur maîtrise de la navigation, leur réseau. Pendant que les grands empires de Mésopotamie et d'Égypte s'épuisent dans des guerres sans fin, les Phéniciens commercent avec tous. Ils vendent du bois aux Égyptiens, de la pourpre aux Assyriens, du verre aux Grecs, de l'étain aux peuples de Méditerranée occidentale. Et surtout, ils naviguent. Leurs navires sont les plus rapides, les plus solides. Ils connaissent les courants, les vents, les étoiles. Ils sortent des colonnes d'Hercule, là où la Méditerranée se jette dans l'océan Atlantique, territoire interdit pour la plupart des marins de l'époque. Certains historiens pensent qu'ils ont atteint les côtes de l'Afrique de l'Ouest, peut-être même contourné le continent africain 2000 ans avant les Portugais. Partout où ils vont, ils fondent dans des comptoirs, des petits ports fortifiés où ils peuvent s'abriter, réparer leurs navires, stocker des marchandises. Certains de ces comptoirs deviendront des villes majeures. Carthage, en Tunisie actuelle, fondée par des colons de Tyr vers 814 avant notre ère. Cadix, en Espagne, fondée encore plus tôt. Palerme, en Sicile. Malte, Chypre,
Toute la Méditerranée se couvre de points de passage phéniciens. Mais leur invention la plus révolutionnaire n'est ni un bateau, ni une teinture. C'est quelque chose d'invisible et pourtant plus puissant que n'importe quelle arme. C'est l'alphabet. Avant les Phéniciens, l'écriture était terriblement compliquée. Les hiéroglyphes égyptiens comptaient des centaines de signes différents. L'écriture cunéiforme des Mésopotamiens était tout aussi complexe. Seuls les scribes professionnels, formés pendant des années, pouvaient lire et écrire. Les Phéniciens ont compris qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus simple, de plus rapide. Des marchands ne peuvent pas passer des années à apprendre à écrire. Ils ont créé un système révolutionnaire. 22 signes seulement. Pas de hiéroglyphes pour chaque mot. Pas de symboles pour des concepts abstraits. Juste des lettres pour les sons. Aleph, Bet, Gimel, Daleth. Chaque signe représente un son simple. On combine ces sons pour former n'importe quel mot. Un enfant peut apprendre à lire en quelques mois au lieu de plusieurs années. C'est une démocratisation du savoir, même si les Phéniciens ne le voient probablement que comme un outil pratique pour leurs comptes commerciaux. Les Grecs adoptent cet alphabet vers le 8e siècle avant notre ère. Ils ajoutent des voyelles, car le phénicien ne notait que les consonnes. Alpha, bêta, gamma, delta. Les noms mêmes de leurs lettres sont des mots phéniciens déformés. Aleph signifiait bœuf en phénicien. Bet signifiait maison. De l'alphabet grec naîtront tous les alphabets européens. Le latin, le cyrillique, tous descendent de ces 22 lettres inventées par des marchands du Levant pour tenir leur registre de pourpre et de cèdre. Mais cette prospérité attire les convoitises. Les grands empires veulent leur part du gâteau. Les cités phéniciennes sont riches, trop riches. Les Assyriens arrivent du nord-est, avec leurs armées disciplinées et leurs machines de siège. Les Égyptiens remontent du sud. Les cités phéniciennes n'ont pas d'armée permanente assez puissante pour résister. Elles paient des tributs énormes pour acheter leur tranquillité. Elles jouent les empires les uns contre les autres, changent d'alliance selon les circonstances. Elles survivent en étant indispensables. Les Assyriens ont besoin de leurs navires pour transporter des troupes. Les Égyptiens veulent leur bois de cèdre. Les Babyloniens achètent leur pourpre. Nabuchodonosor II, roi de Babylone, assiège Tyr pendant 13 années entières. 13 ans. La ville est construite sur une île rocheuse, à quelques centaines de mètres de la côte, imprenable par voie terrestre. Les Tyriens approvisionnent leur cité par la mer, se moquent des Babyloniens qui campent sur le rivage. Finalement, Nabuchodonosor obtient une reddition négociée. Tyr garde une certaine autonomie, mais doit payer tribut. La fierté de la cité est intacte. Puis arrivent les Perses, Cyrus le Grand, puis Darius, puis Xerxès. L'empire perse est le plus vaste que le monde ait jamais connu. Il s'étend de l'Inde à la Grèce, de l'Égypte aux steppes d'Asie centrale. Les cités phéniciennes deviennent une satrapie perse, mais les Perses sont pragmatiques. Ils comprennent que ces cités sont plus utiles, prospères que ruinées. Les Phéniciens fournissent la flotte de guerre perse, la plus puissante de la Méditerranée. Lors des guerres médiques contre les Grecs, ce sont des navires phéniciens qui transportent les armées de Xerxès, qui tentent de débarquer en Grèce. Alexandre le Grand change tout. Ce jeune roi macédonien de 24 ans déferle sur le Proche-Orient en 333 avant notre ère. Il écrase l'armée perse à Issos, en Turquie actuelle. Puis, il descend vers le sud, le long de la côte levantine. Les cités phéniciennes se rendent les unes après les autres, sauf Tyr. Tyr la fière, Tyr l'insulaire, Tyr qui ne s'est jamais vraiment incliné devant personne. Alexandre exige leur soumission. Les Tyriens refusent. Ils pensent que leur île les protège. Aucune armée n'a jamais pris Tyr par la force. Alexandre fait alors quelque chose d'insensé. Il décide de construire une chaussée, une digue massive reliant le continent à l'île.
Ses soldats démolissent l'ancienne ville de Tyr sur la côte, utilisent les pierres pour construire cette route dans la mer. Les Tyriens se moquent au début. Ils envoient des navires incendiaires pour brûler les structures en bois. Ils bombardent les ouvriers avec des catapultes, mais Alexandre est obstiné. 6 mois de travaux acharnés. La chaussée avance, mètre par mètre. Les Macédoniens construisent des tours de siège sur des navires, bombardent les murailles de Tyr. Finalement, après 7 mois de siège, la ville tombe. La vengeance d'Alexandre est terrible. 8000 Tyriens sont massacrés. 30 000 sont vendus comme esclaves. Tyr ne sera plus jamais la grande puissance commerciale qu'elle était. La chaussée construite par Alexandre existe toujours aujourd'hui. L'île est devenue une presqu'île. Les sédiments se sont accumulés autour de la digue, créant une terre permanente. Alexandre meurt en Babylone à 32 ans, probablement d'une fièvre. Son empire se disloque immédiatement. Ses généraux se partagent les territoires. La région du Levant échoit à Séleucos, fondateur de l'empire séleucide. Mais une autre dynastie, les Ptolémées en Égypte, revendique aussi cette côte stratégique. Pendant un siècle, le Liban est une zone de guerre entre Séleucides et Ptolémées. 6 guerres syriennes successives ravagent la région. La culture change. Le grec devient la langue des élites. Les cités phéniciennes s'hellénisent. On construit des théâtres, des gymnases, des temples grecs. Les dieux phéniciens sont assimilés aux dieux grecs. Melkar devient Héraclès. Astarté devient Aphrodite. Mais sous le vernis grec, les traditions locales persistent. Les cités continuent de commercer, de fabriquer de la pourpre, d'exporter du cèdre. Byblos reste Byblos, même si on l'appelle aussi Byblos. Les montagnes libanaises, elles, restent à l'écart de cette hellénisation. Dans les vallées isolées, loin de la côte, des populations continuent de vivre comme leurs ancêtres. Elles parlent l'araméen, la langue des campagnes du Proche-Orient. Elles adorent leur divinité locale dans des sanctuaires de montagne. Ces populations deviendront plus tard une composante essentielle de l'identité libanaise. Rome arrive au IIe siècle avant notre ère. Les légions romaines conquièrent d'abord la Grèce, puis l'Asie mineure, puis la Syrie. Pompée le Grand annexe la région en 64 avant notre ère. Le Liban devient partie de la province romaine de Syrie. Mais les Romains, comme les Perses avant eux, sont pragmatiques. Beyrouth reçoit le statut de colonie romaine, Colonia Julia Augusta Felix Berytus. Des vétérans de légion sont installés dans la ville. On construit des thermes, un hippodrome, un théâtre. Beyrouth devient célèbre pour son école de droit, l'une des plus prestigieuses de l'Empire romain. Pendant 3 siècles, les meilleurs juristes de l'Empire sont formés à Beyrouth. C'est ici qu'on enseigne le droit romain dans sa forme la plus pure. Les étudiants viennent de tout l'Empire pour étudier dans cette ville méditerranéenne. Le Digeste, la grande compilation du droit romain commandée par l'empereur Justinien, s'appuie largement sur les travaux des juristes de Beyrouth. Baalbek, dans la vallée de la Bekaa, devient Héliopolie, la ville du soleil. Les Romains y construisent un complexe de temples gigantesques, le plus grand de tout l'Empire. Le temple de Jupiter à Baalbek est plus grand que le Parthénon d'Athènes. Ses colonnes mesurent 22 mètres de haut. Les pierres de fondation pèsent jusqu'à 1000 tonnes chacune. Comment les Romains ont-ils transporté et élevé ces blocs cyclopéens? Personne ne le sait vraiment. Aujourd'hui encore, ces ruines comptent parmi les plus impressionnantes de l'Antiquité romaine. Le christianisme arrive tôt dans la région. Saint Pierre lui-même aurait prêché sur la côte levantine. Les communautés chrétiennes se développent dans les villes côtières dès le 1er siècle. Mais c'est dans les montagnes que le christianisme trouve refuge lors des persécutions. Les vallées isolées deviennent des sanctuaires pour les communautés qui refusent de sacrifier aux dieux romains. Lorsque Constantin se convertit au christianisme au IVe siècle, tout change. Les temples païens sont fermés, transformés en églises. Baalbek, le grand sanctuaire de Jupiter, devient un évêché chrétien.
Des ermites s'installent dans les grottes des montagnes libanaises. Saint Maroun, un ermite syrien du IVe siècle, fonde une tradition monastique qui donnera naissance aux Maronites, l'une des églises les plus importantes du Liban moderne. Beyrouth est détruite par un tremblement de terre en 551, puis par un tsunami. La prestigieuse école de droit est anéantie. La ville ne retrouvera son importance que bien plus tard. Pendant ce temps, Byzance, la partie orientale de l'Empire romain, devient le pouvoir dominant. Constantinople gouverne la région pendant 3 siècles. On construit des églises byzantines, on décore les murs de mosaïques dorées. Le grec reste la langue administrative et liturgique. Mais au 7e siècle, tout bascule à nouveau. En 632, un marchand arabe de la Mecque nommé Muhammad commence à prêcher une nouvelle religion monothéiste, l'islam. À sa mort en 632, il a unifié la péninsule arabique. Ses successeurs, les califes, lancent une série de conquêtes fulgurantes. En moins de 20 ans, ils arrachent la Syrie, l'Égypte et la Perse à Byzance et aux Perses sassanides. Les armées arabes entrent au Levant en 634. La bataille décisive de Yarmouk, en 636, voit la défaite totale de l'armée byzantine. L'empereur Héraclius, qui avait reconquis ses territoires aux Perses quelques années plus tôt, les perd définitivement. Les cités côtières se rendent les unes après les autres. Certaines se soumettent pacifiquement en échange d'un tribut et de la liberté de culte. D'autres résistent et sont prises par la force. La conquête arabe ne signifie pas une conversion immédiate. Les musulmans sont minoritaires pendant longtemps. Les chrétiens et les juifs sont des gens du livre, des dhimmis, protégés mais de seconde classe. Ils paient une taxe spéciale, la jizya, mais peuvent conserver leur lieu de culte et pratiquer leur religion. Beaucoup de chrétiens occupent des postes administratifs importants, car ils maîtrisent le grec et l'administration byzantine. L'arabisation et l'islamisation se font progressivement sur plusieurs siècles. Damas devient la capitale du califat omeyyadé en 661. Pour la première fois depuis des siècles, le Liban n'est plus une périphérie d'un empire lointain, mais proche du centre du pouvoir. Les Omeyyades construisent des palais, des mosquées, développent le commerce. Beyrouth est reconstruite comme port commercial. La pourpre de Tyr, bien que moins prestigieuse qu'avant, continue d'être produite. Mais de nombreux chrétiens refusent de vivre sous domination musulmane. Ils remontent dans les montagnes, là où le contrôle du califat est plus ténu. Les vallées de la montagne libanaise deviennent un refuge pour diverses communautés chrétiennes dissidentes. Les Maronites s'établissent solidement dans les hauteurs. D'autres groupes, comme les Grecs orthodoxes et les Melkites, restent dans les villes côtières et la plaine de la Bekaa. Au 8e siècle, une nouvelle dissidence secoue le monde musulman. Le chiisme se développe, contestant la légitimité des califes sunnites. Des groupes chiites radicaux cherchent refuge dans les montagnes, loin du pouvoir central. Les Druzes, une branche ésotérique issue du chiisme ismaélien, s'établissent dans le sud du mont Liban et le chouffent au XIe siècle. Ils développent une doctrine secrète, ne font pas de prosélytisme, se marient uniquement entre eux. Leur présence ajoutera une nouvelle couche à la mosaïque confessionnelle du Liban. Les Abbassides renversent les Omeyyades en 750. La capitale du califat se déplace de Damas à Bagdad. Le Levant redevient une province périphérique. Pendant 2 siècles, la région connaît une relative stabilité sous contrôle abbasside, mais aussi une fragmentation progressive. Des gouverneurs locaux deviennent de facto autonomes. Le pouvoir central à Bagdad est trop loin, trop faible pour contrôler efficacement tous ces territoires. Au 9e et 10e siècle, les Fatimides, une dynastie chiite ismaélienne basée en Tunisie puis en Égypte, contestent le pouvoir des Abbassides. Le Liban devient une nouvelle fois une zone frontière disputée entre 2 califats rivaux. Des populations entières se déplacent, fuient les combats, cherchent refuge dans les montagnes. La montagne libanaise devient un patchwork de communautés qui apprennent à coexister dans l'isolement relatif de leur vallée.
Cette fragmentation confessionnelle et cette tradition d'autonomie montagnarde seront déterminantes pour l'avenir. Contrairement aux plaines de Syrie ou d'Irak, où un pouvoir central peut s'imposer facilement, le Liban des montagnes reste insaisissable, divisé, mais aussi farouchement indépendant. Chaque vallée a son seigneur local, son cheikh, son émir. Ces féodalités locales survivront à travers tous les empires qui se succéderont. Et puis, arrivent les croisés. En 1095, le pape Urbain II prêche la première croisade à Clermont. Il appelle la chrétienté à libérer Jérusalem des infidèles. Des dizaines de milliers de chevaliers, de paysans, de marchands prennent la croix et se mettent en route vers l'Orient. En 1099, après un périple sanglant à travers l'Anatolie et la Syrie, ils prennent Jérusalem. Le massacre est effroyable. Chroniques chrétiennes et musulmanes s'accordent sur l'horreur. Le sang coule dans les rues jusqu'aux chevilles des chevaux. Les croisés établissent 4 États latins au Levant. Le royaume de Jérusalem, la principauté d'Antioche, le comté d'Édesse et le comté de Tripoli. Ce dernier est créé en 1109 par Raymond de Saint-Gilles, après 4 ans de siège. Tripoli devient la capitale d'un État croisé qui contrôle une bonne partie de la côte libanaise. Les croisés construisent des forteresses impressionnantes. Le krach des chevaliers, en Syrie actuelle mais proche de la frontière libanaise, est l'un des châteaux les plus formidables jamais construits. Ces murs concentriques, ces tours massives, peuvent abriter une garnison de 2000 hommes. Les chrétiens locaux, maronites en particulier, accueillent généralement les croisés favorablement. Après des siècles de domination musulmane, l'arrivée de chevaliers chrétiens d'Occident semble une libération. Les maronites fournissent des guides, des soldats, des provisions. En retour, les croisés reconnaissent l'autorité du patriarche maronite. Des liens se tissent entre les maronites et Rome, liens qui dureront jusqu'à aujourd'hui. Mais les États croisés sont fragiles. Ils sont isolés, entourés de territoires musulmans hostiles, dépendent de renforts venant d'Europe par la mer. Saladin, le sultan ayoubide d'Égypte et de Syrie, lance une reconquête systématique. En 1187, il écrase l'armée du royaume de Jérusalem à la bataille de Hattin. Le roi Guy de Lusignan et ses chevaliers sont capturés. Quelques mois plus tard, Jérusalem est reprise. Contrairement aux croisés, Saladin épargne la population. Les croisés tiennent encore quelques forteresses côtières. Tripoli, Tyr, Acre. Des croisades supplémentaires sont lancées depuis l'Europe, mais sans succès durable. Richard Cœur de Lion de l'Angleterre reprend brièvement Acre et Jaffa lors de la troisième croisade, mais ne peut reconquérir Jérusalem. Un compromis est trouvé. Les pèlerins chrétiens peuvent visiter les lieux saints sans être inquiétés. Au XIIIe siècle, les États croisés se réduisent comme peau de chagrin. Les Mamelouks, une dynastie militaire d'esclaves soldats d'origine turque et caucasienne, prennent le pouvoir en Égypte en 1250. Ils sont bien plus agressifs que les Ayyoubides. Leur sultan Beybar lance une série de campagnes dévastatrices contre les dernières possessions croisées. Forteresse après forteresse tombe. En 1289, Acre, la dernière grande ville croisée, est assiégée par les Mamelouks. Après un siège d'1 mois, la ville était prise. Les défenseurs sont massacrés ou réduits en esclavage. Les Templiers se battent jusqu'au dernier dans leur forteresse, qui s'effondre sur eux. Les derniers croisés se réfugient sur l'île de Chypre ou rentrent en Europe. 200 ans de présence latine au Levant s'achèvent. Les Mamelouks détruisent systématiquement les fortifications côtières pour empêcher tout retour des croisés. Beyrouth, Tripoli, Sidon, Tyr sont rasés ou dépouillés de leurs défenses. La côte libanaise devient une zone désolée, volontairement dépeuplée. Les Mamelouks craignent que des populations côtières puissent aider des envahisseurs venus de la mer. Les habitants sont forcés de se déplacer vers l'intérieur des terres. Le commerce maritime méditerranéen, qui avait tant prospéré sous les Phéniciens, les Romains et même les croisés, s'effondre. La montagne libanaise, elle,
reste relativement autonome. Les Mamelouks contrôlent mal ces territoires difficiles d'accès. Des dynasties locales, comme les Mahanes, des émirs druzes, exercent un pouvoir de fait sur le Chouf et les régions environnantes. Ils collectent des impôts au nom des Mamelouks, mais gouvernent leur territoire comme des principautés quasi indépendantes. Les Maronites dominent le nord de la montagne, les Druzes le sud, les Chiites la Bekaa et le sud du Liban actuel. Au début du XVIe siècle, un nouveau pouvoir émerge. L'Empire ottoman, basé à Constantinople, étend sa domination sur tout le Moyen-Orient. En 1516, le sultan Sélim Ier écrase les Mamelouks à la bataille de Marj Dabik, près d'Alep. En quelques mois, la Syrie, le Liban et l'Égypte tombent sous contrôle ottoman. Un empire qui durera 4 siècles. Les Ottomans divisent leurs territoires en provinces, les vilayets. Le Liban fait partie du vilayet de Damas, puis de celui de Sidon. Mais là encore, les Ottomans ont du mal à contrôler directement la montagne. Ils préfèrent gouverner à travers des intermédiaires locaux, des émirs qui leur jurent fidélité et paient tribut, mais gardent une grande autonomie. L'émir Fakhreddin II, de la dynastie druze des Mahanes, domine le mont Liban pendant la première moitié du XVIIe siècle. C'est un personnage fascinant, un petit seigneur féodal qui rêve de grandeur. Il étend son contrôle sur presque tout le Liban actuel et une partie de la Syrie. Il modernise l'économie, encourage l'agriculture, exporte de la soie vers l'Europe. Il fortifie le pays, construit des châteaux, comme le château de Moussa à Deir el-Kamar. Fakhreddin II va plus loin encore. Il noue des contacts avec les puissances européennes, notamment la Toscane et l'Espagne. Il cherche des alliances contre les Ottomans. Il voyage en Italie, visite Florence, étudie l'architecture et l'administration européenne. C'est un précurseur, un homme qui comprend que l'avenir du Levant dépendra de ses relations avec l'Europe. Mais son ambition finit par inquiéter Constantinople. En 1633, le sultan Murad IV décide de mettre fin à cette autonomie excessive. Une armée ottomane envahit le mont Liban. Fakhreddin est capturé, emmené à Constantinople et exécuté. Ses territoires sont confisqués, mais son héritage perdure. Il a montré qu'un petit territoire montagneux peut jouer les grandes puissances les unes contre les autres, que l'autonomie est possible même face à un empire. Après les Mahanes, les Shehab, une famille sunnite originaire du Hijaz mais qui s'est installée au Liban, prennent le contrôle de l'émirat du Mont Liban. Ils convertiront plus tard au christianisme maronite, signe de la fluidité confessionnelle qui caractérise parfois l'histoire libanaise. Les Shehab gouverneront jusqu'au XIXe siècle, maintenant un équilibre fragile entre les différentes communautés et jouant un rôle d'intermédiaire entre Constantinople et les populations locales. Le XVIIIe siècle voit le développement de la sériciculture, l'élevage des vers à soie. La soie libanaise devient un produit d'exportation majeur vers l'Europe, notamment la France. Des filatures sont construites dans la montagne. Une bourgeoisie marchande chrétienne et juive se développe, en contact avec Marseille, Lyon, Venise. Le mont Liban s'intègre progressivement dans l'économie mondiale. Mais cette prospérité exacerbe les tensions. Les Maronites, enrichis par le commerce de la soie, deviennent de plus en plus influents. Ils sont soutenus par la France, qui se pose depuis les croisades en protectrice des chrétiens d'Orient. Les Druzes, traditionnellement dominants dans le mont Liban, voient leur pouvoir relatif décliner. Des tensions foncières s'ajoutent. Les paysans maronites travaillent des terres appartenant à des seigneurs druzes. Les revendications sociales se mêlent aux antagonismes confessionnels. En 1840, une crise éclate. L'Égypte de Muhammad Ali, théoriquement vassal du sultan ottoman, mais de facto indépendant, a occupé la Syrie et le Liban depuis 1832. Sous domination égyptienne, les chrétiens ont gagné des droits, ce qui déplaît aux Druzes et aux musulmans sunnites. Lorsque les Ottomans, aidés par les Britanniques, chassent les Égyptiens en 1840, la situation devient explosive.
En 1841 et 1860, des massacres intercommunautaires secouent le mont Liban. Druzes et Maronites s'affrontent dans une violence inouïe. Villages entiers sont brûlés, population massacrée. Le paroxysme est atteint en 1860 lorsque les violences s'étendent à Damas, où plusieurs milliers de chrétiens sont tués. L'Europe s'émeut. Napoléon III envoie un corps expéditionnaire français au Liban pour protéger les chrétiens. La pression internationale force les Ottomans à réformer le statut du mont Liban. En 1861, le règlement organique crée la Mutassarifia du mont Liban, une province autonome au sein de l'Empire ottoman. Elle est gouvernée par un mutassarif chrétien non libanais nommé par Constantinople avec l'accord des puissances européennes et assisté d'un conseil représentant les différentes communautés. C'est le premier système de gouvernement confessionnel, ancêtre du système politique complexe du Liban moderne. La Mutassarifia connaît une période de paix et de prospérité relative. L'éducation se développe, notamment grâce aux missionnaires. Les jésuites français fondent l'université Saint-Joseph à Beyrouth en 1875. Les protestants américains fondent le Syrian Protestant College en 1866, qui deviendra l'université américaine de Beyrouth, l'une des institutions académiques les plus prestigieuses du Moyen-Orient. Une renaissance culturelle arabe, la Nahda, émerge à Beyrouth et dans le mont Liban. Des intellectuels chrétiens et musulmans redécouvrent et modernisent la langue arabe, fondent des journaux, traduisent des œuvres européennes, débattent de réformes politiques et sociales. Beyrouth devient le centre culturel et intellectuel du monde arabe. Des imprimeries produisent des livres en arabe, diffusés dans tout l'Empire. C'est à Beyrouth que naissent les premiers mouvements nationalistes arabes, réclamant plus d'autonomie, voire l'indépendance vis-à-vis de Constantinople. La Première Guerre mondiale bouleverse tout. L'Empire ottoman entre en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie contre les Alliés. Le Liban se retrouve en première ligne. Les Ottomans réquisitionnent les récoltes pour nourrir leurs armées. Ils coupent les routes commerciales. La famine s'installe. Entre 1915 et 1918, on estime qu'un tiers de la population du mont Liban meurt de faim et de maladie. C'est une catastrophe démographique sans précédent. Des villages entiers sont abandonnés. Les survivants fuient vers l'Égypte ou vers les Amériques. Jamal Pacha, le gouverneur militaire ottoman de la Syrie, réprime durement toute velléité d'indépendance. Des dizaines de nationalistes arabes sont arrêtés et pendus à Beyrouth et Damas en 1915 et 1916. Ces martyrs deviennent des symboles pour les mouvements nationalistes. La place des martyrs à Beyrouth est nommée en leur honneur. En 1918, les Ottomans sont défaits. Les troupes arabes du shérif Hussein de la Mecque, aidées par les Britanniques et notamment par Laurence d'Arabie, remontent depuis le Hedjaz et prennent Damas. Les Français débarquent sur la côte libanaise. Le démantèlement de l'Empire ottoman commence. Mais les promesses contradictoires faites pendant la guerre créent un imbroglio. Les Britanniques ont promis aux Arabes un grand royaume indépendant en échange de leur révolte contre les Ottomans. La déclaration Balfour de 1917 promet aux Juifs un foyer national en Palestine. Les accords secrets, Sykes-Picot de 1916, partagent le Proche-Orient entre zones d'influence française et britannique. Ces promesses sont incompatibles. À la conférence de paix de Paris, en 1919, les Français obtiennent un mandat de la Société des Nations sur la Syrie et le Liban. Les Britanniques obtiennent la Palestine et l'Irak. Faisal, fils du shérif Hussein, proclame brièvement un royaume arabe de Syrie à Damas, mais les Français l'expulsent militairement en 1920. Le rêve d'un grand royaume arabe unifié s'effondre. Le général Henri Gouraud, haut-commissaire français, proclame la création du Grand Liban le 1er septembre 1920. Ce nouveau État englobe non seulement le mont Liban de la Mutassarifia, mais aussi Beyrouth, Tripoli, Sidon, Tyr, la plaine de la Bekaa
et le sud à majorité chiite. L'objectif français est de créer un État viable économiquement, avec des ports et des plaines agricoles, et de garantir une majorité chrétienne pour en faire un allié naturel de la France. Mais cette décision est controversée. De nombreux musulmans libanais auraient préféré rester liés à la Syrie dans un État arabe plus large. Ils ne se sentent pas libanais, mais syriens ou simplement arabes. Les chrétiens maronites, eux, soutiennent généralement cette création, voyant dans un Liban indépendant la garantie de leur survie et de leur prédominance. Cette fracture originelle marquera toute l'histoire du Liban moderne. La France administre le Liban comme un mandat, théoriquement pour préparer le pays à l'indépendance. En réalité, elle le gouverne comme une semi-colonie. Le haut-commissaire français a le dernier mot sur toutes les décisions importantes. L'armée française stationne dans le pays. Le français devient langue officielle à côté de l'arabe. Le système éducatif est calqué sur le modèle français. En 1926, une constitution est adoptée. Elle établit une république parlementaire, mais avec un équilibre confessionnel. Le président de la République doit être maronite, le Premier ministre sunnite, le président du Parlement chiite. Les sièges au Parlement sont répartis selon un ratio de 6 chrétiens pour 5 musulmans. Ce système, le confessionnalisme politique, est censé garantir la représentation de toutes les communautés. Il deviendra la marque distinctive et le poison du système politique libanais. Les années 20 et 30 voient le développement d'une économie relativement prospère. Beyrouth se modernise, des routes sont construites, l'électricité arrive. Le Liban devient un centre bancaire et commercial pour toute la région. Les élites chrétiennes et une bourgeoisie musulmane émergente profitent de cette prospérité. Mais les régions périphériques, notamment le sud chiite et le nord sunnite, restent pauvres et négligées. La Seconde Guerre mondiale change à nouveau la donne. En 1940, la France est défaite par l'Allemagne. Le régime de Vichy, collaborateur des nazis, prend le contrôle des colonies françaises, dont le Liban. Mais en 1941, les Britanniques et les Français libres, craignant que le Liban ne tombe sous contrôle de l'Axe, envahissent le pays. Après de brefs combats, les forces de Vichy capitulent. Le général Catroux, représentant de la France libre, proclame l'indépendance du Liban le 26 novembre 1941. Mais cette indépendance est théorique. Les troupes françaises restent et la France essaie de maintenir son influence. En 1943, après des élections, le nouveau gouvernement libanais dirigé par le président Béchara El-Khouri et le premier ministre Riyad El-Sol décide de supprimer les références au mandat français dans la Constitution. Les Français réagissent en arrêtant et emprisonnant le président et les ministres le 11 novembre 1943. C'est un scandale international. Sous la pression britannique et américaine, les Français doivent céder et libérer les dirigeants libanais. Le 22 novembre devient la fête de l'indépendance libanaise. Les troupes françaises ne se retirent complètement qu'en 1946. Le Liban est enfin totalement indépendant. Mais de quelle indépendance s'agit-il ? Le pays est profondément divisé. Les chrétiens regardent vers l'Europe et veulent maintenir les liens avec l'Occident. Les musulmans se sentent arabes et veulent que le Liban s'intègre davantage au monde arabe. Le pacte national de 1943, accord oral entre les leaders chrétiens et musulmans, essaie de concilier ces deux visions. Le Liban ne cherchera pas de protection occidentale. Et en échange, les musulmans renonceront à l'unir à la Syrie ou à un État arabe plus large. Le Liban sera arabe de culture, mais libanais de citoyenneté. Ce compromis fragile tient bon pendant les années 50 et 60. Le Liban connaît un âge d'or économique et culturel. Beyrouth devient le Paris du Moyen-Orient, une ville cosmopolite, ouverte, moderne. Les banques libanaises gèrent les pétrodollars des pays du Golfe. Les touristes affluent pour profiter des plages, des montagnes, de la vie nocturne. Le festival de Baalbek attire des stars internationales. Fayrouz, la diva libanaise,
chantent l'amour du pays. Le cinéma libanais produit des films diffusés dans tout le monde arabe. Mais sous cette surface dorée, les tensions couvant, l'économie profite surtout aux élites urbaines. Les régions périphériques restent pauvres. Le système politique confessionnel se sclérose. Les postes de pouvoir sont monopolisés par quelques grandes familles. La corruption se généralise. Les inégalités sociales se creusent. Et surtout, le conflit israélo-palestinien vient empoisonner la situation. En 1948, Israël écrira : des centaines de milliers de Palestiniens sont expulsés ou fuient vers les pays voisins. Plus de 100 000 se réfugient au Liban, s'installant dans des camps surpeuplés autour de Beyrouth, Tyr, Sidon. Ces réfugiés sont majoritairement musulmans sunnites, ce qui modifie l'équilibre démographique du pays. Les maronites s'inquiètent. Les Palestiniens ne peuvent ni travailler légalement, ni s'intégrer, mais leur nombre grandit avec les naissances. En 1964, l'Organisation de libération de la Palestine est créée. Elle établit des bases au Liban. Des fédayins palestiniens lancent des raids contre Israël depuis le sol libanais. Israël riposte par des bombardements et des raids sur les villages du sud Liban. Le gouvernement libanais, faible, est incapable de contrôler les Palestiniens ou de protéger sa population. La guerre des 6 jours de 1967 est une humiliation pour les Arabes. Israël écrase les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes en 6 jours. L'OLP se radicalise, estime que seule la lutte armée peut libérer la Palestine. Les bases palestiniennes au Liban se multiplient. Le sud du Liban devient une zone de guerre quasi permanente. En 1970, l'armée jordanienne expulse brutalement l'OLP de Jordanie lors du Septembre noir. Des milliers de combattants palestiniens affluent au Liban. L'OLP établit un véritable État dans l'État, contrôle des quartiers entiers de Beyrouth, perçoit des taxes, impose sa loi. Le gouvernement libanais est impuissant. Les maronites voient dans cette présence palestinienne une menace existentielle. Ils forment des milices, comme les phalanges libanaises de Pierre Gemayel ou les tigres de Camille Chamoun. Les musulmans, eux, soutiennent généralement la cause palestinienne et réclament plus de pouvoir politique face à la domination chrétienne. Les chiites du Sud, bombardés par Israël à cause des Palestiniens, développent leurs propres milices pour se défendre. Le 13 avril 1975, un bus transportant des Palestiniens passe devant une église maronite à Ain el-Remaneh, un quartier de Beyrouth. Des miliciens phalangistes ouvrent le feu, massacrant 27 personnes. C'est l'étincelle. Le Liban plonge dans une guerre civile qui durera 15 ans. La guerre civile libanaise est d'une complexité cauchemardesque. Ce n'est pas un conflit entre deux camps, mais une mêlée générale. Chrétiens contre musulmans, mais aussi chrétiens contre chrétiens, musulmans contre musulmans, palestiniens contre tout le monde, syriens contre certains, israéliens contre d'autres. Les alliances se font et se défont. Les massacres succèdent aux massacres. Beyrouth est divisée en deux par la ligne verte. L'Est chrétien, l'Ouest musulman. Des snipers tirent sur quiconque essaie de traverser. Les quartiers mixtes sont nettoyés ethniquement. Des milliers de civils sont tués, enlevés, déplacés. Les milices crètes établissent des barrages, vérifient les identités, massacrent sur la base du nom ou de la religion inscrite sur la carte d'identité. En 1976, la Syrie intervient militairement, officiellement pour séparer les combattants, mais en réalité pour empêcher une victoire totale d'un camp qui lui serait défavorable. L'armée syrienne occupera le Liban pendant presque 30 ans, jouera tous les camps les uns contre les autres, pillera le pays. En 1978, Israël envahit le sud Liban jusqu'au fleuve Litani en réponse à une attaque palestinienne. L'armée israélienne se retire après 3 mois, mais établit une zone de sécurité au sud, contrôlée par une milice chrétienne supplétive.
l'armée du Liban Sud. Le Sud-Liban devient une zone d'occupation de fait. En 1982, Israël lance l'opération Paix en Galilée, une invasion massive du Liban visant à détruire l'OLP. Les troupes israéliennes atteignent Beyrouth, l'assiègent, la bombardent pendant des mois. Arafat et ses combattants sont finalement évacués par bateau vers la Tunisie sous protection internationale. Les Palestiniens ont perdu leur base au Liban, mais le pays est ravagé. Bachir Gemayel, le chef des milices chrétiennes unifiées sous les forces libanaises, est élu président en août 1982 avec le soutien israélien. Il promet de rétablir l'autorité de l'État, de désarmer les milices, d'expulser les Syriens. Mais le 14 septembre, 9 jours avant son investiture, il est assassiné dans un attentat à la bombe dans le siège de son parti. L'explosion tue 26 personnes. Le coupable, Habib Chartouni, membre du Parti social-nationaliste syrien, agissait probablement pour le compte de la Syrie. 2 jours plus tard, les miliciens chrétiens des forces libanaises, avec l'accord tacite de l'armée israélienne qui contrôle la zone, pénètrent dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila. Pendant 3 jours, ils massacrent entre 800 et 3500 civils selon les sources. Hommes, femmes, enfants, vieillards. C'est l'un des pires crimes de cette guerre. Une commission d'enquête israélienne reconnaîtra la responsabilité indirecte d'Israël pour n'avoir pas empêché le massacre. Ariel Sharon, alors ministre de la Défense, doit démissionner. Le frère de Bachir, Amin Gemayel, devient président. Mais il est plus faible, indécis. Le Liban continue de sombrer. En 1983, un attentat suicide détruit l'ambassade américaine à Beyrouth, tuant 63 personnes. 6 mois plus tard, 2 camions piégés explosent simultanément contre les casernes américaines et françaises de la force multinationale à Beyrouth. 241 marines américains et 58 soldats français sont tués. C'est l'un des attentats les plus meurtriers contre des forces occidentales de l'histoire moderne. Les Américains et les Français se retirent. Le Hezbollah, une nouvelle milice chiite créée en 1982 avec le soutien de l'Iran, revendique indirectement ces attaques. Le Hezbollah incarne un nouveau type d'acteur au Liban. Ce n'est pas simplement une milice, mais un mouvement politico-religieux structuré, discipliné, bénéficiant d'un soutien financier et militaire massif de l'Iran. Son objectif initial est de résister à l'occupation israélienne du Sud-Liban. Mais il développe rapidement un réseau social, construisant des écoles, des hôpitaux, distribuant des aides aux familles chiites pauvres et marginalisées. Le Hezbollah devient un État dans l'État, bien plus efficace que le gouvernement libanais incapable. La guerre civile atteint son paroxysme entre 1988 et 1990. Le pays a 2 gouvernements rivaux. Le général Michel Aoun, commandant de l'armée libanaise, refuse de reconnaître le gouvernement civil et lance une guerre de libération contre l'occupation syrienne. Beyrouth-Est est bombardée par l'artillerie syrienne. Des milliers de civils meurent. Finalement, en octobre 1990, l'armée syrienne lance un assaut final. Aoun doit fuir en exil en France. La Syrie consolide son contrôle total sur le Liban. La guerre civile se termine officiellement avec les accords de Taïf, signés en Arabie Saoudite en octobre 1989 et ratifiés en 1990. Ces accords modifient légèrement le système politique. Le Parlement sera désormais paritaire, 50% de sièges pour les chrétiens et 50% pour les musulmans. Le président maronite perd des pouvoirs au profit du Premier ministre sunnite et du Conseil des ministres. Mais le principe du confessionnalisme reste intact. Et surtout, les accords entérinent la présence militaire syrienne au Liban, officiellement pour rétablir l'ordre. Le bilan de la guerre est effroyable. 150 000 morts selon les estimations prudentes, peut-être 200 000. Des dizaines de milliers de disparus, enlevés par les milices,
dont on ne retrouvera jamais les corps. 1 million de personnes déplacées sur une population de 3 millions. Beyrouth est en ruine. Ses immeubles criblés d'impacts, son centre-ville détruit. L'économie est à genoux. Les infrastructures sont démolies. Mais pire que tout, le tissu social est déchiré. Les milices ont créé des ghettos confessionnels. Chrétiens et musulmans qui vivaient ensemble depuis des siècles ne se font plus confiance. Les mariages mixtes deviennent rares. Chaque communauté s'enferme dans son territoire, ses écoles, ses médias. Les années 90 sont celles de la reconstruction sous tutelle syrienne. Rafik Hariri, un milliardaire sunnite ayant fait fortune en Arabie Saoudite, devient Premier ministre en 1992. Il lance Horizon 2000, un projet pharaonique de reconstruction du centre-ville de Beyrouth. Des milliards de dollars sont investis. Le centre-ville détruit est rasé entièrement et reconstruit comme un quartier d'affaires moderne, avec des buildings de verre et d'acier. Les critiques dénoncent un projet au service des riches, qui a exproprié les anciens habitants et détruit le patrimoine historique. Mais Beyrouth renaît de ses cendres. La Syrie contrôle tout. Les services de renseignement syriens ont leur bureau à Beyrouth. Aucune décision politique majeure ne peut être prise sans l'accord de Damas. Les politiciens libanais font la navette vers la Syrie pour recevoir leurs instructions. Hafez el-Assad, le président syrien, traite le Liban comme une province syrienne. 30 000 soldats syriens sont stationnés dans le pays. Au sud, le Hezbollah poursuit sa guérilla contre l'occupation israélienne. Embuscades, attaques à la bombe, roquettes. Les soldats israéliens meurent un par un, les chars sautent sur des mines. L'opinion publique israélienne se lasse. En mai 2000, le Premier ministre israélien Ehud Barak ordonne un retrait unilatéral du sud Liban après 22 ans d'occupation. Le Hezbollah célèbre une victoire historique. C'est la première fois qu'Israël se retire d'un territoire arabe sous la pression militaire. Le Hezbollah gagne un prestige immense dans le monde arabe, devient un modèle de résistance. Mais le Hezbollah ne désarme pas. Il conserve son arsenal militaire, justifiant sa milice par la nécessité de défendre le Liban contre Israël et de libérer les fermes de Shebaa, un petit territoire encore occupé. Les autres milices libanaises ont été désarmées après la guerre civile, mais le Hezbollah est exempté. Il devient l'armée de fait du Liban, bien plus puissante et efficace que l'armée régulière. Le gouvernement libanais n'a aucun contrôle sur lui. En 2001, Hafez el-Assad meurt après 30 ans de pouvoir absolu en Syrie. Son fils Bakar lui succède. Le jeune ophtalmologue formé à Londres promet des réformes, une ouverture. Beaucoup d'espoir au Liban. Peut-être que la Syrie relâchera son emprise. Mais Bachar se révèle aussi autoritaire que son père, bien que plus maladroit. Le 14 février 2005, une énorme explosion détruit le convoi de Rafik Hariri sur la corniche de Beyrouth. L'ancien Premier ministre, qui s'était opposé à une prolongation du mandat du président pro-syrien Émile Laoud, est tué avec 21 autres personnes. Le Liban est sous le choc. Les soupçons se portent immédiatement sur la Syrie et le Hezbollah. Des centaines de milliers de Libanais descendent dans la rue, réclament la vérité, exigent le retrait des troupes syriennes. C'est la révolution du Cèdre, inspirée par les révolutions de couleur en Europe de l'Est. Sous la pression internationale, notamment de la France et des États-Unis, la Syrie doit retirer ses troupes en avril 2005, après 29 ans de présence. C'est une victoire pour le mouvement du 14 mars, l'alliance anti-syrienne menée par Saad Hariri, le fils de Rafik. Mais le Hezbollah et ses alliés, regroupés dans le mouvement du 8 mars, restent puissants. Le Liban est à nouveau divisé en deux camps irréconciliables. En juillet 2006, le Hezbollah capture 2 soldats israéliens lors d'un raid transfrontalier. Israël réplique massivement. Pendant 33 jours, l'aviation israélienne bombarde le Liban. Le sud est ravagé. La banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, est rasée. Plus de 1000 Libanais sont tués. 1 million déplacés.
le Hezbollah riposte en tirant des milliers de roquettes sur le nord d'Israël. 43 civils israéliens et 119 soldats sont tués. La guerre se termine par un cessez-le-feu parrainé par l'ONU, mais sans vainqueur clair. Le Hezbollah se présente comme victorieux pour avoir résisté à la puissance israélienne, mais le Liban a payé un prix terrible. En 2008, le Hezbollah franchit une ligne rouge. Lorsque le gouvernement tente de démanteler son réseau de télécommunications indépendant, le Hezbollah prend les armes et envahit Beyrouth-Ouest en quelques heures, balayant les milices pro-gouvernementales. 7 Libanais sont tués. Le message est clair, le Hezbollah est le maître du terrain et personne ne peut le désarmer par la force. Un accord de compromis est trouvé à Doha, le Qatar. Michel Sleiman, commandant de l'armée, est élu président. Le Hezbollah et ses alliés obtiennent un droit de veto au gouvernement. Le tribunal spécial pour le Liban, créé par l'ONU pour juger les responsables de l'assassinat de Hariri, émet des actes d'accusation contre des membres du Hezbollah en 2011. Le Hezbollah rejette catégoriquement ces accusations, les qualifie de complot israélo-américain. Les tensions remontent, le gouvernement tombe, le pays reste sans gouvernement pendant des mois, une situation devenue presque normale au Liban. En 2011, la révolte populaire en Syrie se transforme en guerre civile. Le conflit syrien déborde rapidement sur le Liban. Le Hezbollah décide d'intervenir massivement aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Des milliers de combattants libanais chiites partent combattre en Syrie. Leur intervention est décisive pour sauver le régime d'Assad, notamment lors de la bataille de Qousseir en 2013. Mais cette implication coûte cher. Des centaines de combattants du Hezbollah sont tués. Des attentats djihadistes frappent les quartiers chiites au Liban en représailles. 1,5 million de réfugiés syriens affluent au Liban, fuyant la guerre. Pour un pays de 4 millions d'habitants, c'est une pression démographique et économique insoutenable. Les camps de réfugiés prolifèrent dans tout le pays. Les tensions sociales augmentent. Les Libanais accusent donc les réfugiés de prendre leurs emplois, de faire baisser les salaires, de surcharger les infrastructures déjà défaillantes. Le système politique libanais, déjà dysfonctionnel, se paralyse complètement. En 2014, le mandat du président Michel Sleiman expire. Les députés ne parviennent pas à s'accorder sur un successeur. Le pays reste sans président pendant 2 ans et demi. Les ordures s'accumulent dans les rues de Beyrouth, car le gouvernement ne peut pas prendre de décision sur le traitement des déchets. Des milliers de manifestants descendent dans la rue en 2015, scandant « Vous puez », en référence à la fois aux ordures et aux politiciens. Mais le mouvement s'essouffle sans obtenir de changement réel. Finalement, en octobre 2016, Michel Aoun, l'ancien général exilé en France, est élu président dans le cadre d'un accord entre le Hezbollah et le courant patriotique libre d'Aoun. Saad Hariri, dont le père a probablement été tué sur ordre du Hezbollah, devient Premier ministre. Ces alliances contre nature illustrent l'absurdité du système politique libanais, où les ennemis d'hier deviennent les alliés d'aujourd'hui par pur calcul. En août 2020, le Liban connaît l'une des plus grandes catastrophes non naturelles de son histoire. Une explosion massive ravage le port de Beyrouth. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, stockées de façon négligente dans un hangar pendant 6 ans, malgré les avertissements répétés, explosent. L'explosion est si puissante qu'on l'entend à Chypre, à 240 km de distance. 218 personnes sont tuées, plus de 7000 blessés. Des quartiers entiers de Beyrouth sont dévastés. 300 000 personnes se retrouvent sans logement. Cette catastrophe est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle révèle la corruption, l'incompétence, la négligence criminelle de la classe politique. Des manifestations massives réclament la démission du gouvernement, des réformes profondes, la fin du système confessionnel. Le gouvernement de Hassan Diab démissionne, mais rien ne change fondamentalement. Les mêmes politiciens continuent de se partager le pouvoir. Et puis, l'économie s'effondre totalement. Depuis 2019,
Le Liban est en crise financière aiguë. Les banques ont gelé les dépôts. Les gens ne peuvent ne plus retirer leur propre argent. La livre libanaise, stable pendant 25 ans à 1500 livres pour $1, s'effondre. En 2023, le taux de change atteint 100 000 livres pour $1 sur le marché noir. L'hyperinflation détruit le pouvoir d'achat. Les salaires ne valent plus rien. Les médicaments manquent. L'électricité n'est disponible que quelques heures par jour. Plus de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La classe moyenne a été anéantie. Cette crise est le résultat de décennies de corruption, de clientélisme, de gabegie. La dette publique a atteint 170% du PIB. Les politiciens ont pillé l'État, distribué des emplois fictifs à leurs partisans, détourné des fonds publics. Le système bancaire, autrefois fierté du Liban, s'est révélé être une pyramide de Ponzi géante. Les banques ont prêté massivement à un État insolvable, ont attiré des dépôts en promettant des taux d'intérêt irréalistes, et maintenant, elles sont en faillite. Des centaines de milliers de Libanais émigrent, principalement les jeunes diplômés, les professionnels, ceux qui ont les moyens de partir. Le Liban se vide de ses cerveaux, de ses talents. Ceux qui restent sont ceux qui ne peuvent pas partir. Cette émigration massive n'est pas nouvelle. Depuis le 19e siècle, les Libanais émigrent. On estime qu'il y a entre 8 et 14 millions de personnes d'origine libanaise dans le monde, bien plus que les 4 millions qui vivent au Liban. La diaspora libanaise est présente en Amérique latine, en Afrique de l'Ouest, en Australie, en Europe, en Amérique du Nord. Des hommes d'affaires prospèrent, des politiciens, des artistes, des écrivains d'origine libanaise façonnent le monde. Mais cette diaspora est aussi une tragédie. Elle témoigne de l'incapacité du Liban à offrir un avenir à ses enfants. Génération après génération, les Libanais doivent partir pour réussir. Le pays se saigne de sa population active, de son dynamisme. Aujourd'hui, le Liban est à genoux. Le pays qui était considéré comme la Suisse du Moyen-Orient, le havre de stabilité dans une région turbulente, est devenu un État failli. Il n'y a plus de président depuis fin octobre 2022. Les institutions sont paralysées. L'armée manque de carburant pour ses véhicules. Les hôpitaux publics n'ont plus de fournitures médicales. Les écoles publiques ferment. Les infrastructures s'effondrent. Le pays est au bord de l'anarchie. Le Hezbollah reste la seule force organisée et efficace, mais son agenda est tyrannien, pas libanais. Ses combattants sont déployés en Syrie, en Irak, au Yémen. Ils disposent d'un arsenal de roquettes estimé à plus de 150 000 missiles, bien plus que la plupart des armées conventionnelles. Il peut frapper n'importe quel point en Israël. Mais cet arsenal attire aussi la menace d'une nouvelle guerre avec Israël qui détruirait ce qui reste du Liban. Comment en est-on arrivé là? Comment un pays qui avait tout pour réussir, des gens éduqués, entreprenants, un emplacement stratégique, une ouverture sur le monde, a-t-il pu sombrer à ce point? La réponse tient en un mot, le confessionnalisme. Le système politique libanais est construit sur un mensonge. L'idée que les différentes communautés doivent être représentées proportionnellement et que chaque communauté doit avoir un droit de veto semble juste en apparence. Mais en réalité, ce système empêche toute réforme, tout changement, toute construction d'une identité nationale. Les politiciens ne représentent pas des idées ou des programmes, mais leur communauté. Ils ne sont pas jugés sur leurs résultats, mais sur leur capacité à défendre les intérêts de leur secte. La corruption n'est pas un défaut du système, mais son essence même. Chaque leader communautaire distribue des emplois, des contrats, des faveurs à ses fidèles en échange de leur soutien. L'État est dépecé, partagé comme un butin entre les différentes factions. Ce système aurait pu être réformé après la guerre civile. Les accords de Taïf prévoyaient la création d'un Sénat représentant les communautés et d'une Chambre des députés élus sur une base non confessionnelle. Cela aurait permis de séparer progressivement la représentation communautaire de la vie politique ordinaire. Mais cette réforme n'a jamais été mise en œuvre.
Les politiciens qui bénéficient du système actuel n'ont aucun intérêt à le changer. Et la population, pendant longtemps, elle a accepté, voire soutenu ce système. Chaque communauté avait peur des autres, voyait dans le confessionnalisme politique la seule garantie de sa survie. Mais en octobre 2019, quelque chose a changé. Des centaines de milliers de Libanais sont descendus dans la rue, dans toutes les régions du pays, de toutes les confessions, scandant « tous veut dire tous », exigeant le départ de toute la classe politique sans exception. Pour la première fois peut-être dans l'histoire du Liban moderne, des citoyens se sont identifiés comme Libanais d'abord, avant leur appartenance confessionnelle. Ce mouvement a été écrasé par la crise économique, par la pandémie de Covid, par l'explosion du port, par la répression. Mais il a montré qu'une autre identité libanaise est possible, qu'une génération refuse les divisions héritées, qu'un avenir différent peut être imaginé. Le Liban a survécu à tout. Aux Assyriens, aux Babyloniens, aux Perses, aux Grecs, aux Romains, aux Arabes, aux Croisés, aux Mamelouks, aux Ottomans, aux Français, à 15 ans de guerre civile, à 30 ans d'occupation syrienne, aux invasions israéliennes, à la crise des réfugiés. Il a toujours survécu parce qu'il était plus malin, plus flexible, plus résilient que ses ennemis. La question est de savoir s'il peut survivre à lui-même, à ses propres démons. Car aujourd'hui, l'ennemi n'est pas à l'extérieur. C'est le système politique qui paralyse le pays. Ce sont les politiciens qui pillent les ressources. C'est le confessionnalisme qui divise la société. C'est l'absence d'identité nationale qui empêche la construction d'un État fonctionnel. C'est la corruption endémique qui ronge toutes les institutions. Pourtant, le Liban continue. Les gens trouvent des moyens de survivre. Les générateurs privés compensent les coupures d'électricité. Les réseaux informels remplacent l'État défaillant. Les familles s'entraident. La diaspora envoie des fonds. Les ONG comblent les vides. C'est une résilience admirable, mais aussi terrible, car elle permet au système de perdurer sans se réformer. Tant que les gens arrivent à survivre malgré l'État, les politiciens n'ont pas besoin de changer. L'histoire du Liban est celle d'un paradoxe, un territoire minuscule qui a toujours joué un rôle disproportionné. Une société profondément divisée qui a néanmoins créé une culture riche et unique. Un pays qui a tout pour réussir, mais qui s'autodétruit. Peut-être que la clé pour comprendre le Liban est de réaliser qu'il n'a jamais vraiment été un pays au sens moderne du terme. C'est un carrefour, un point de rencontre, un espace de transit. Les Phéniciens étaient des marchands, pas des conquérants. Leur légat n'est pas un empire, mais un alphabet. Le Liban moderne est l'héritier de cette tradition. Ce n'est pas une nation comme la France ou l'Égypte, avec une histoire millénaire, une langue unique, une culture homogène. C'est une mosaïque, un assemblage fragile de communautés qui ont appris à coexister sans vraiment s'unir. Cette diversité est à la fois la richesse et la malédiction du Liban. Elle a créé une société ouverte, tolérante, cosmopolite. Mais elle a aussi empêché la formation d'une identité nationale forte. Les Libanais ne savent pas vraiment ce qu'ils sont. Sont-ils arabes, phéniciens, méditerranéens, chrétiens d'Orient? Chaque communauté a sa propre réponse, et aucune ne convainc toutes les autres. Peut-être que l'avenir du Liban réside dans l'acceptation de cette ambiguïté. Au lieu de chercher une identité unique et exclusive, accepter que le Liban est tout cela à la fois. Célébrer la diversité plutôt que d'essayer de l'effacer. Construire une identité basée sur la citoyenneté plutôt que sur la confession. Mais cela nécessite une refonte totale du système politique, l'élimination du confessionnalisme, la construction d'institutions fortes et impartiales, la lutte contre la corruption. Cela nécessite aussi que les puissances régionales, l'Iran, l'Arabie saoudite, Israël, la Syrie, cessent de traiter le Liban comme un terrain de jeu pour leur rivalité. Cela nécessite que la communauté internationale aide le Liban, non pas avec des prêts qui enrichissent les politiciens corrompus, mais en exigeant des réformes réelles et en soutenant la société civile.
Cela nécessite surtout que les Libanais eux-mêmes décident de ce qu'ils veulent être. Veulent-ils continuer à être divisés en communautés rivales, chacune cherchant à maximiser sa part du gâteau en déclin? Ou veulent-ils construire un véritable État, des institutions qui servent tous les citoyens sans discrimination, une identité commune qui transcende les appartenances confessionnelles? Les jeunes qui ont manifesté en 2019 semblaient avoir fait ce choix. Mais ils ont été déçus, écrasés, forcés de partir. Beaucoup ont immigré, rejoint la diaspora, abandonné l'espoir que le Liban puisse changer. Ceux qui restent sont souvent les plus cyniques ou les plus résignés. Et pourtant, le Liban continue d'exister. Contre toute attente, contre toute logique, il survit. Peut-être parce que c'est dans sa nature. Depuis 7000 ans, ce petit morceau de terre entre mer et montagne a accueilli, absorbé, transformé des vagues successives de peuples, d'idées, de religions. Il a été conquis des dizaines de fois, mais n'a jamais vraiment été soumis. Les empires passent, le Liban demeure. Les cèdres du Liban, symboles du pays, sont un rappel de cette permanence. Ces arbres millénaires, dont certains ont plus de 3000 ans, ont vu défiler tous les conquérants. Ils étaient là quand les Phéniciens construisaient leurs navires. Ils étaient là quand Nabuchodonosor assiégeait Tyr. Ils étaient là quand les croisés débarquaient. Ils sont toujours là, majestueux et silencieux, témoins immobiles de l'histoire humaine. Aujourd'hui, il en reste quelques centaines seulement, protégés dans des réserves. Comme le Liban lui-même, ils sont menacés, fragiles, mais toujours debout. L'histoire du Liban n'est pas terminée. Ce serait une erreur de considérer la crise actuelle comme la fin. Le Liban a connu des crises bien pires. Il s'en est toujours relevé, souvent de façon inattendue. Peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, Beyrouth sera à nouveau prospère, les institutions fonctionneront, une nouvelle génération aura construit quelque chose de différent. Ou peut-être que le Liban continuera à décliner, se fragmentera davantage, deviendra un territoire de facto contrôlé par des milices et des puissances étrangères. Peut-être que l'État libanais cessera d'exister en tant qu'entité fonctionnelle, remplacé par un patchwork de fiefs communautaires. Personne ne peut prédire l'avenir. Mais ce qui est certain, c'est que l'histoire du Liban, cette longue et tumultueuse histoire qui remonte aux Phéniciens, cette histoire de rencontres et de conflits, de commerce et de guerre, de coexistence et de division, continuera à fasciner et à instruire. Car le Liban, dans toute sa complexité et ses contradictions, est un miroir de l'humanité elle-même. Un miroir de notre capacité à créer et à détruire, à construire des civilisations brillantes et à les laisser s'effondrer, à vivre ensemble et à nous entretuer. Le Liban nous rappelle que rien n'est permanent, que les empires tombent, que les certitudes s'effritent, que l'histoire n'a pas de fin. Il nous rappelle aussi que la diversité peut être une richesse, mais qu'elle exige du travail, de la tolérance, de la volonté de construire ensemble plutôt que de se diviser. 7000 ans d'histoire, des dizaines de civilisations, des centaines de guerres, des milliers de victoires et de défaites. Et au bout du compte, un petit pays à bout de souffle, mais toujours vivant, toujours espérant, toujours résistant. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Claude can make mistakes. Please double check response.